Bonjour. Avant de déterminer la dimension de la constante de Planck, voyons d'où vient cette constante. Un peu d'histoire. Depuis toujours, les chercheurs tentent à expliquer l'univers par des lois. Celles régissant les sciences naturelles par des hypothèses visant à expliquer tel ou tel phénomène. Elles font foi aussi longtemps que des observations ou théories nouvelles ne viennent pas les contredire. Ce sont les principes de la physique dite classique. Le phénomène de la lumière a toujours soulevé de grands débats. Vers 1704, Isaac Newton avance sa théorie selon laquelle la lumière est composée de particules, à l'opposé de Christian Huygens qui en défend le caractère ondulatoire. La science retiendra à cette époque le concept de Newton, jusqu'à ce que Thomas Young, un autre physicien anglais, vienne prouver le contraire. Ces expériences démontrent que la lumière se comporte comme une onde. Alors, de cette manière, beaucoup de phénomènes de la science ne peuvent pas être expliqués. Celui qui va chambouler la physique classique et en même temps un de ses ardents défenseurs, c'est Max Planck. Il est né le 23 avril 1858 à Kiel, dans le nord de l'Allemagne. En 1874, il entame ses études de physique à Munich. Malgré le conseil défavorable d'un de ses professeurs prétendant qu'il n'y a plus rien à découvrir dans cette discipline. À cette époque, les chercheurs pensaient qu'ils ont tout découvert. À la fin du 19e siècle, l'industrie des techniques d'éclairage est en plein boom. On s'acharne à développer des critères de qualité pour les ampoules d'éclairage. Les physiciens traquent les lois qui font que des corps chauffés émettent des rayonnements caloriques lumineux. Ils sont tous convaincus qu'une élévation de chaleur entraîne une augmentation du rayonnement lumineux. Une théorie qui a bien sûr ses défauts. Exemple, lorsqu'on chauffe de l'acier, sa couleur change selon la température atteinte. L'énergie thermique se transforme en énergie lumineuse. Suivons plus loin ces savants. Selon eux, plus la température de l'acier augmente, plus ce dernier mettrait d'énergie lumineuse jusqu'à diffuser des rayons ultraviolets que les humains ne perçoivent pas. Et logiquement, l'acier deviendrait invisible. Mais aucune expérience ne vient étayer cette hypothèse de la physique classique. L'acier reste toujours bien visible. Cette apparente contradiction irrite les chercheurs dont Planck. Lui aussi veut enfin comprendre ces rayonnements. Pendant 5 ans, il s'acharne à décrire le phénomène avec les outils de la physique classique, mais mission impossible. À cette quantification de l'énergie rayonnante peut se comparer à un filet d'eau qui ne coule pas en continu mais par gouttes. L'énergie rayonnée n'est que le multiple de ce quantin que Planck appelle la constante représentée par petites taches. Dans sa loi spectrale du rayonnement, l'énergie rayonnée est le produit de la constante de Planck et la fréquence émise. E est égal à H fois la fréquence. La fréquence et l'énergie sont des données bien familières aux chercheurs. L'exploit de Planck, c'est d'avoir introduit la constante H. Pour étayer son concept, Planck, le théoricien, a besoin du concours d'homologues capables de le confirmer par des mesures. C'est ce qu'ils font. Ils définissent même la valeur infime de sa constante. Il vaut à peu près 6,63 10 à la puissance moins 34 joules seconde. Le 14 décembre 1900, Max Planck expose sa loi spectrale du rayonnement en insistant sur l'importance de cette constante qui portera bien son nom. Cette journée sera considérée par les scientifiques comme l'acte de naissance de la théorie des quantums et d'une ère nouvelle de la physique. Pour bien comprendre, en physique quantum, mot latin signifiant combien, et dans le pluriel s'écrit quanta, représente la plus petite mesure indivisible, que ce soit celle de l'énergie, de la quantité de mouvement ou de la masse. Cette notion est centrale en théorie des quantums, laquelle a donné naissance à la mécanique quantique. La nature ne saute pas, disait Planck. Sa constante prouve cependant que cela lui arrive. Planck est le premier à en être bouleversé comme nombre de ses homologues, et il doute que sa constante soit vraiment immuable. Ça veut dire que lui-même ne croit pas à sa constante. Au fond de lui-même, il espère découvrir une autre loi spectrale qui correspondrait à la doctrine de la conservation de l'énergie et rendrait inutile sa constante. Planck retourne à ses sources, les recherches sur la thermodynamique. En 1919, un an après la fin de la Première Guerre mondiale, elle reçoit le prix Nobel pour la découverte de sa constante. À cette époque, il y avait d'autres chercheurs travaillant sur la physique. Parmi eux, il y avait un génie dénommé Albert Einstein.
Planck s'intéresse de près à la théorie de la relativité restreinte du jeune physicien. Il la publie dans les Annales de la physique et s'investit à fond pour faire venir plutôt ce génie précoce à l'Académie des sciences de Berlin. Les deux chercheurs, loin d'être d'accord sur tout, se lient pourtant une amitié qui les unira des longues années. En 1905, Einstein explique le phénomène photoélectrique. En s'appuyant sur la constante de son aîné, il est le premier à avoir compris la portée de la constante de Planck. Mais que signifie cet effet photoélectrique? La lumière, en frappant une plaque métallique, peut en extraire des électrons, mais cela dépend de sa longueur d'onde et de sa fréquence. Ainsi, la lumière violette est capable d'extraire des électrons, sa longueur d'onde est plus courte et sa fréquence plus élevée que celle de la lumière rouge qui n'y arrive pas, peu importe la quantité de la lumière envoyée. Voici une vidéo de la chaîne ART expliquant ce phénomène. La lumière, en frappant une plaque métallique, peut en extraire des électrons. Mais cela dépend de sa longueur d'onde et de sa fréquence. Ainsi, la lumière violette est capable d'extraire des électrons. Sa longueur d'onde est plus courte et sa fréquence plus élevée que celle de la lumière rouge qui n'y arrive pas, peu importe la quantité de lumière envoyée. La théorie ondulatoire de la lumière ne peut expliquer ce phénomène. Einstein émet donc l'hypothèse que la lumière se compose de corpuscules appelés photons. Si l'énergie qu'un photon confère à un électron est assez forte, ce dernier peut s'arracher au métal. Un photon de lumière violette ayant une fréquence plus élevée, autrement dit plus d'énergie que celui de la lumière rouge, arrive à faire seul ce dont une nuée de rouge est bien incapable. La théorie ondulatoire de la lumière ne peut expliquer ce phénomène. Einstein émet donc l'hypothèse que la lumière se compose de corpuscules appelés photons. Si l'énergie qu'un photon confère à un électron est assez forte, ce dernier peut s'arracher au métal. Un photon de lumière violette a une fréquence plus élevée, autrement dit plus d'énergie que celui de la lumière rouge, arrive à faire seul ce dont une nuée de rouge est bien incapable. Afin de pouvoir évaluer la quantité d'énergie requise, Einstein formule la thèse selon laquelle l'énergie des photons est le produit de leur fréquence et de la constante de Planck, petit h. Les expériences du physicien américain Robert Milken viendront étayer cette théorie. Il vaudra au début des années 20 du siècle dernier le prix Nobel à Albert Einstein. Einstein, en appliquant la théorie des quanta, démontre que la lumière est à la fois corpusculaire et ondulatoire. La vieille querelle sur la nature de la lumière est enfin vidée, et les sceptiques quant à la valeur de la théorie des quanta finissent par se taire, surtout depuis que celle-ci a pu être appliquée à d'autres phénomènes. Ainsi, grâce au quanta, le physicien danois Niels Bohr a créé son modèle de l'atome. Il représentait l'atome sous forme d'un noyau dense et positif autour duquel gravitent des électrons négatifs. La stabilité de l'atome s'explique la force d'attraction entre ces charges contraires est neutralisée par la force centrifuge des électrons. Pas logique, car des électrons qui bougent sans cesse devraient perdre de l'énergie, ralentir leur course et se fondre finalement dans le noyau. Mais les atomes restent stables. Il faut donc trouver une autre explication. Niels Bohr suppose que les électrons gravitent autour des noyaux sur des orbites bien définies, qui leur évitent toute perte d'énergie. Les orbites plus proches du noyau sont moins énergétiques que les orbites plus loin. Lorsqu'un électron saute d'une orbite à un autre, plus énergétique, il doit absorber un quantum d'énergie, un photon. En revenant alors vite à la notion des quanta, c'est ce que l'on appelle le saut quantique. Une fois de plus, l'énergie absorbée ou réémise est égale au produit de la constante de Planck et de la fréquence du photon. La théorie des quanta a définitivement fait ses preuves. Avec sa constante Planck, a inventé une nouvelle branche de la physique consolidée plus tard par Albert Einstein et notamment Niels Bohr. Leurs travaux ont vraiment ouvert la voie. La physique des quanta qui explique le microscope des atomes et des particules infimes. Une science qui a évolutionné notre quotidien où nous apportons l'ordinateur et le laser avec ses innombrables applications. Sans elle, la technique médicale serait plus pauvre, la tomographie par résonance magnétique n'existerait pas. Elle permet de reconstruire en 3 dimensions le corps, évitant ainsi aux patients le désagrément de nombreux examens successifs. Une autre application de la physique des quanta est une miniaturisation de plus en plus
pousser des puces qui rendront les ordinateurs toujours plus rapides et plus puissants. En découvrant au début du XXe siècle la constante qui porte son nom, Max Planck, est bien celui à qui nous devons tous ces exploits techniques. Passons maintenant à la dimension de la constante de Planck H. On sait que E est égal à H fois la fréquence. Donc, la dimension de E est égale à la dimension de H fois la dimension de la fréquence. Donc, la dimension de H est égale à la dimension de E fois la dimension de la fréquence moins 1. On sait que l'énergie cinétique, par exemple EC, est égale à 1/2 la masse fois la vitesse au carré. Ce qui implique que la dimension de E est égale à la dimension de M fois la dimension de C au carré. Donc la dimension de M, c'est une masse, c'est kg. La dimension de C, c'est une vitesse, donc c'est ms moins 1, donc au carré, donc c'est m carré s moins 2. On sait aussi que la dimension de la fréquence, c'est seconde moins 1. Donc on peut déduire alors que la dimension de H, la constante de Planck, c'est quoi? Donc c'est la dimension de E qui est kg m carré s moins 2 multiplié par s moins 1, donc c'est fois s, donc égal à kg mètre carré s moins 1. Pour plus de cours et d'exercices, je vous invite à visiter mon site web azmeni.ma. Pour cet exercice, je vous invite à télécharger l'énoncé et la solution à partir de la description de cette vidéo. Merci et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour un nouveau exercice. Merci à vous.